D'abord, Éric Drouet est chauffeur routier, il a 33 ans. C'est l'un des visages de la contestation des Gilets jaunes et il fascine Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous, il vous fascine ? Mais ce mouvement des Gilets jaunes dans son ensemble nous fascine. Je comprends que pour Emmanuel Macron, il s'agisse d'une menace, mais pour nous, le mouvement des Gilets jaunes est une formidable opportunité et nous nous en réjouissons. Pourquoi ? Parce que les Gilets jaunes, finalement, c'est le peuple qui fait de la récupération politique, au sens noble du terme, c'est-à-dire le peuple qui décide de s'impliquer en politique, alors que d'aucuns, et beaucoup de commentateurs d'ailleurs, disaient que le mouvement des Gilets jaunes, eh bien, finalement, c'était cette France résignée, oui, cette France résignée, qui a cette fois-ci décidé de s'impliquer en politique. Donc c'est extrêmement positif. Après, j'invite les téléspectateurs qui nous écoutent à aller lire directement le post de Jean-Luc Mélenchon. Ils apprécieront sans doute, peut-être davantage que beaucoup de commentateurs, le clin d'œil historique qui est fait avec les événements de la Grande Révolution, puisqu'il y a un personnage qui s'appelait Jean-Baptiste Drouet, qui, c'est vrai, a joué un rôle important lors de la Grande Révolution, puisque c'est lui qui a repéré la diligence qui faisait fuir le roi Louis XVI. Voilà ce petit clin d'œil historique qui a amusé beaucoup de lecteurs finalement. Mais la question était, est-ce qu'Éric Drouet vous fascine à vous ? Mais je vous le dis et redis que l'ensemble des personnages qui font ce mouvement des Gilets jaunes, Éric Drouet en est un, il y en a beaucoup d'autres, et qui participent à ce grand mouvement, l'organisent bien souvent sans tomber dans beaucoup des pièges qui leur sont tendus, effectivement, nous fascinent, nous réjouissent. Entendez bien que c'est un mouvement populaire extrêmement positif. Voir le peuple se réapproprier la question politique, car finalement, ça n'est que ça. Je sais que beaucoup de commentateurs s'amusent du fait que dès qu'un responsable politique signifie son accord de fond ou de forme avec les Gilets jaunes, alors il ferait de la récupération politique, mais en fait c'est bien le peuple lui-même qui fait de la récupération politique, je vous le dis au sens noble du terme, puisque effectivement la politique dès lors redevient ce qu'elle doit être, c'est-à-dire l'affaire de tous et non pas l'affaire de quelques-uns qui seraient sortis des grandes écoles où on apprend qu'on peut en faire son métier, mais qui finalement s'approprient la chose politique dans son ensemble. C'est nécessaire, c'est utile, et en cela le mouvement des Gilets jaunes est bien évidemment salutaire. Bon, c'est dommage, vous ne nous direz pas ce soir si Éric Drouet vous fascine à vous comme il fascine Jean-Luc Mélenchon. En tout cas, François Ruffin... Mais si, je vous le dis, je viens de vous le dire 2 fois, ils nous fascinent tous les Gilets jaunes. Tous, voilà. D'accord, c'est marrant, vous ne parlez pas en votre nom, vous parlez au nom de tout le monde, c'est bien, mais d'accord, ok, très bien. Jean-Luc Mélenchon... Mais vous essayez de faire dans la... Attendez, excusez-moi. Vous essayez de faire dans la petite polémique. Je vais essayer de résumer ce que je vous dis. Pour ce qui est de la référence historique, j'invite tout le monde à l'apprécier en allant lire directement le post de Jean-Luc Mélenchon qui fait le parallèle avec le Jean-Baptiste Drouet de la Grande Révolution. Vous verrez, on apprend des choses et c'est amusant. Ensuite, pour le reste, je vous dis et je vous redis que le mouvement des Gilets jaunes dans son ensemble doit nous réjouir. En ce sens que le peuple décide de reprendre la main sur la question politique. C'est ça que signifie ce moment. Vous avez tous ces Français, ces Françaises qui pendant longtemps étaient résignés, qui ne voulaient plus s'impliquer, qui décident de le faire. C'est une bonne chose. D'accord. Jean-Luc Mélenchon, donc fasciné par Éric Drouet. François Ruffin qui voit en Étienne Chouard un influenceur de premier choix. Je rappelle, pour ceux qui ne le connaissent pas, que c'est un prof d'économie, adepte de thèses conspirationnistes. Soutien, en tout cas il a exprimé son soutien à plusieurs reprises à Alain Soral, qui est un idéologue d'extrême droite. Est-ce qu'il y a, selon vous, une dérive vers l'extrême droite d'une partie des figures de la France insoumise ? Non, absolument pas. Mais là, vous êtes en train de tout mélanger, puisque la référence à monsieur Jean-Baptiste Drouet n'a absolument rien à voir avec les références que vous citez. Pour beaucoup d'entre nous, nous avons été présents. C'est le cas de François Ruffin, c'est le cas de beaucoup d'autres de ce groupe parlementaire présents aux côtés des Gilets jaunes, avec le souci de ne jamais marcher devant eux, mais de les accompagner, de comprendre ce dont ils étaient le nom, ce qu'Emmanuel Macron, lui, ne fait pas. Et donc, nous entendons sur les ronds-points beaucoup de choses. Et c'est notre devoir aussi de les relayer, non pas pour simplement légitimer, mais pour les expliquer, pour faire en sorte que les gens comprennent ce dont ce moment finalement est la signification politique. Voilà. Alors après, je comprends que toutes les occasions soient bonnes pour ouvrir quelques polémiques que ce soit, mais voyez plutôt le moment historique que nous vivons, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Si vous pensez que c'est en passant à 2019 que cette affaire va être réglée, si Emmanuel Macron croit que c'est avec quelques miettes qu'il va solder l'affaire, alors qu'il y a une profonde aspiration au partage réel du gâteau, c'est cela que demandent d'abord et avant tout les Gilets jaunes, avec l'exigence de justice fiscale, de la même manière qu'ils demandent à pouvoir non pas être écoutés,
comme semble prêt à le faire désormais Emmanuel Macron, mais à pouvoir décider. C'est la souveraineté populaire qui est en cause, et c'est notamment le cas des revendications qui sont maintenant sur le devant de la scène. Je pense par exemple au référendum d'initiative citoyenne, qui était déjà dans des propositions de partis politiques précédemment. Il vous aura pas échappé, par exemple, pour ne citer que celui-là, que la France Insoumise proposait déjà ce référendum. C'est positif de voir des mots d'ordre et des propositions reprises. Finalement, peu importe les étiquettes politiques, pour tout vous dire. Oui, le RIC, c'était l'une des propositions aussi du parti de Marine Le Pen. Aucune polémique, évidemment, on essaie simplement de comprendre les déclarations et les mots de certains des responsables de votre parti. Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'il a quitté les rives de la gauche? C'est ce qu'a déclaré Benoît Hamon ce matin. Oui, j'ai entendu ça comme vous. Je regrette que Benoît Hamon, finalement, dès lors qu'il est de sortie, y compris dans les médias, le fasse systématiquement pour taper Jean-Luc Mélenchon. C'est vrai qu'on ne voit plus une interview de Benoît Hamon sans qu'il vienne taper Jean-Luc Mélenchon, lui qui a été l'un des principaux personnages à dire qu'il fallait l'unité à tout prix, et souvent dans le rôle du premier diviseur. C'est dommage. Moi, je forme le vœu qu'en 2019, Benoît Hamon fasse plutôt le choix de réserver ses coups à nos adversaires politiques, à savoir Monsieur Macron en tête et bien évidemment Madame Le Pen. Ce serait plus utile que de chercher comme ça noise entre nous à chaque occasion. Donc voilà, je dis à Benoît Hamon en 2019, saisissez l'occasion de nouveau de mener le combat contre Monsieur Macron et Marine Le Pen et pas de jouer le rôle de diviseur comme vous le faites à chaque fois. Avant de parler du prélèvement à la source et du reste de l'actualité du jour, une dernière petite question. Est-ce que vous êtes en faveur, vous, de la constitution ou d'une constitution de liste des Gilets jaunes pour les européennes ? Écoutez, ce n'est pas à moi de dire ce que les Gilets jaunes doivent faire, ni plus dans la constitution d'une liste aux européennes que dans la tenue de leur mouvement. C'est pour ça que je précise bien qu'à chaque fois nous accompagnons ce mouvement. Nous ne voulons pas décider pour lui, et grand mal à celui qui déciderait à la place des Gilets jaunes. Sur la question d'une liste aux européennes, c'est donc aux Gilets jaunes eux-mêmes qu'il revient d'en décider. Je vous donne mon avis, c'est que je pense, y compris à la teneur des discussions que je peux lire ça et là des Gilets jaunes entre eux sur ce sujet, qu'ils ne tombent pas non plus dans le piège que leur tend le président de la République ou la Macronie en général en leur faisant cette suggestion. Parce que les Gilets jaunes ont bien compris que le principal service que rendrait une liste des Gilets jaunes aux élections européennes, ce serait pour le parti de celui dont justement il réclame la démission. Il le voit bien, il regarde les enquêtes d'opinion comme vous. Donc je ne suis pas sûr, si vous voulez, que la traduction de ce mouvement puisse se faire dans une liste aux élections européennes. Qui plus est, la plupart de leurs revendications immédiates, notamment en matière de pouvoir d'achat ou de justice fiscale, risquent de ne pas avoir l'écho considéré dans le cadre d'une campagne aux élections européennes. Mais s'ils le décident, eh bien qu'ils le fassent. C'est vraiment à eux d'en décider collectivement. Mais je pense qu'ils ne sont pas dupes du piège tendu, et ils ont bien vu que beaucoup des responsables de la République en marche, finalement, leur suggèrent de monter une liste aux élections européennes, comme le maître suggérait à son chien de rentrer à la niche, en pensant mettre le problème sous le tapis et faire en sorte que la contestation populaire s'éteigne. Non, le mouvement des Gilets jaunes, il est éminemment politique dans sa forme, puisque, vous en conviendrez, se rassembler sur des ronds-points, discuter collectivement de l'organisation de nos actions, faire en sorte que des revendications soient portées, établir des cahiers de revendications, c'est éminemment politique. Donc en ce sens, les Gilets jaunes font d'ores et déjà de la politique. Et pourtant, eux se revendiquent, en tout cas pour la plupart d'entre eux, apolitiques. La lettre d'Emmanuel Macron aux Français, vous avez peut-être suivi cette actualité aujourd'hui. Non, mais apolitique au sens où ils ne se reconnaissent pas d'une étiquette politique, mais ils font de la politique. Vous convenez quand même que leur action est politique. Je suis d'accord avec vous. Quand je vous parle de la politique au sens noble du terme, la politique c'est l'affaire de tous, c'est l'organisation de la cité. Donc s'impliquer dans cette démarche d'établir des cahiers de revendications, discuter de grands débats de société qui doivent nous animer, c'est faire de la politique au bon sens du terme, vous l'avez compris. La lettre d'Emmanuel Macron aux Français, une lettre sur le grand débat national. Son objectif sera, je cite, de cadrer les thèmes du débat lancé suite au mouvement des Gilets jaunes. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne initiative? Est-ce qu'il faut que l'exécutif, et en l'occurrence le président de la République, continue d'accompagner ce mouvement et cette consultation? Mais je pense que l'exécutif et Emmanuel Macron ont à peu près 12 trains de retard dans l'affaire, puisque maintenant, et après près de 2 mois de mobilisation, ils disent on va organiser un grand débat et on va écouter. Mais vous savez, le grand débat, j'ai envie de dire, les Gilets jaunes n'ont pas attendu Emmanuel Macron pour l'organiser. Ce grand débat, il a déjà eu lieu, il a eu lieu sur les ronds-points, et d'ailleurs, il a tellement eu lieu qu'ils ont quasiment un programme avec cette liste de revendications. Donc Emmanuel Macron doit entendre une chose, les Français ne demandent pas à cette heure à être écoutés, ils veulent pouvoir décider. Et je le dis, la souveraineté populaire, en toute hypothèse, doit être notre boussole. Alors il y a une
une difficulté, c'est clair. C'est qu'il faut pouvoir conjuguer à la fois la stabilité des institutions, il ne faut pas que ce soit l'Assemblée générale permanente, mais en même temps, il faut permettre à chaque étape l'intervention populaire. La démocratie, ça ne peut pas être, comme a semblé nous en dessiner les contours Emmanuel Macron lors de ses vœux, voter tous les 5 ans, puis rester chez vous et ne vous mêlez pas de politique. Non, il faut qu'on puisse faire en sorte, au cours d'un mandat, que le peuple puisse réintervenir. Et par exemple, la proposition du référendum d'initiative citoyenne qui permettrait d'abroger ou de proposer une loi est une bonne proposition. Bien sûr, ça ne solutionnera pas tout, mais ça y contribue. Il faut qu'on puisse trouver tous ces mécanismes qui permettent l'intervention populaire dans le débat démocratique, qui permettent finalement la souveraineté populaire de s'exprimer. C'est normalement le sens de l'organisation de la démocratie. Monsieur le député, 2 petites questions et je vous laisse tranquille. La première porte sur le prélèvement à la source qui est entré en vigueur. C'est une bonne initiative selon vous ou pas ? C'est une réforme inutile et je ne comprends pas l'entêtement d'Emmanuel Macron à vouloir la mener alors qu'elle était une décision qui a été prise dans le quinquennat qui a précédé. Pourquoi cette réforme est inutile ? D'abord parce qu'en termes de taux de recouvrement, la France est un des pays qui a le meilleur taux de recouvrement. Il atteint presque 99% le 31 décembre de l'année N+1. Et 90% des contribuables sont satisfaits de ce fonctionnement, y compris la France est très en pointe en matière de prélèvement automatique, de mensualisation, de paiement en ligne, bref. Donc on voit mal pourquoi le gouvernement s'entête à vouloir finalement rendre la vie plus difficile à toutes ces entreprises qui n'ont pas à collecter l'impôt, ni à subir d'ailleurs le surcoût de cette collecte. Et qui plus est, on voit mal pourquoi on va encore finalement rendre la vie plus difficile à beaucoup de contribuables qui, notez-le, s'ils veulent garder confidentiels leurs revenus privés, les revenus de leur foyer, vont devoir entreprendre des démarches pour que leur employeur ne connaisse pas, par exemple, voilà, les revenus fiscaux du foyer. Donc, pourquoi s'entêter alors que ce système fonctionne bien ? Il permet en tout cas surtout à Emmanuel Macron dans la période d'éviter en matière fiscale le principal sujet, qui est celui de la justice fiscale et de l'exigence de justice fiscale. Parce que vous notez bien que le prélèvement à la source ne va pas solutionner le fait que, eh bien, il faut que l'effort soit mieux réparti entre tous. Et c'est pourquoi, par exemple, la proposition d'avoir plus de tranches d'impôts pour mieux répartir l'effort entre tous, celle du rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune ou de la modulation des taux de TVA entre les produits de première nécessité et des produits de luxe, semble être bien plus urgent qu'un prélèvement à la source dont on attend de voir ce qu'il va en retourner. Il y a des solutions, même je pense au prélèvement contemporain qui est fait dans d'autres pays, qui permettrait de faciliter les choses sans en passer par ce prélèvement à la source qui va finalement rendre la vie plus difficile à beaucoup. L'autre nouveauté de ce mois de janvier, ce sont des sanctions plus dures pour les chômeurs en cas de manquement à leurs obligations. Tout cela, nous dit-on, dans une logique de justice, est une bonne ou une mauvaise mesure selon vous ? Sur la question du chômage, c'est Emmanuel Macron qui est le plus grand des fainéants. Pourquoi ? Parce qu'il prend le problème dans le mauvais bout. Il a l'air de considérer, Emmanuel Macron, qu'il suffit de s'agiter et de s'activer à rechercher un emploi pour en trouver. Il nous a dit d'ailleurs il y a quelques mois, vous vous en souvenez, qu'il suffirait de traverser la rue. La réalité, quelle est-elle ? C'est que nous avons une pénurie d'activités créées dans ce pays. C'est un emploi non pourvu pour 40 chômeurs en moyenne. Par conséquent, même si vous forcez tous les chômeurs à accepter le petit reliquat d'emplois non pourvus qui existe, vous avez encore une masse considérable de chômeurs. D'où vient le problème ? Le problème vient de la nécessaire relance de l'activité. Il n'y a pas assez d'emplois créés. Vous noterez par ailleurs que 80% des embauches se font en contrat court. Pourquoi alors Emmanuel Macron n'accepte pas notre proposition que nous avons portée à l'Assemblée de faire en sorte qu'il y ait un quota maximal d'usage des contrats courts dans les entreprises, justement pour limiter le recours et afin que le CDI devienne véritablement la règle. De la même manière, est-ce que le crédit d'impôt compétitivité emploi, dont on nous promettait qu'il créerait beaucoup d'activités et d'emplois, et finalement coûte très cher, ne pourrait pas être réalloué par exemple à la planification écologique pour véritablement créer des emplois, alors qu'aujourd'hui cette affaire aura coûté à peu près 160 000 € par emploi créé ou maintenu. Vous admettez que c'est très cher. Bref, on a plein de solutions intelligentes pour lutter efficacement contre le chômage. Je regrette qu'Emmanuel Macron fasse le choix, lui, de lutter contre les chômeurs. Adrien Quatennens, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2019 à vous personnellement ? Écoutez, personnellement, sans doute plein de bonnes choses qui sont de l'ordre du domaine privé que je vais donc garder pour moi, mais en tout cas une belle année de combat politique et puis faire en sorte que nos idées avancent, parce que vous savez, le sentiment premier que j'ai en voyant le quinquennat d'Emmanuel Macron avancer, c'est celui du temps perdu pour le pays. On pourrait faire tout autre chose de bien plus intelligent à cette heure que de poursuivre ce vieux modèle libéral qui est finalement très poussiéreux, et nous avons de grands défis à relever qui nécessitent que nos idées gouvernent, donc chaque jour est une occasion de faire avancer ces idées. J'espère que vous me l'aurez permis ce soir. Et prendre la tête Merci de la France insoumise, si l'occasion se présentait, ça vous intéresserait ?
Mais là-dessus, nous avons un avantage sur beaucoup d'autres formations politiques, c'est qu'à la France insoumise, même si j'observe que vous regardez ça avec beaucoup d'attention, on n'est pas occupés les uns les autres à savoir qui occupe quelle place. On est vraiment tous ensemble dans l'idée d'un projet collectif, et plutôt que de se faire des croche-pieds, comme c'est le cas dans beaucoup de formations politiques, nous, voyez-vous, on se fait plutôt la courte échelle. Donc on verra bien comment s'écrira la suite, mais en tout cas, nous sommes pleinement au service de nos idées et nous espérons continuer de les faire avancer comme c'est le cas. Merci en tout cas d'avoir répondu en direct à nos questions ce soir sur BFM TV. Merci à vous.